Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui dans ce nouveau mystère, je vais vous parler de quelque chose finalement qui est tout proche de chez nous, en France. L'étang de Thau, situé dans la région d'Occitanie au sud de la France, est un endroit d'une beauté exceptionnelle, mais il recèle également un mystère fascinant sous sa surface. Une ancienne cité, engloutie par les eaux de l'étang, offre un récit riche en histoire, en légendes et en découvertes archéologiques. L'histoire de la cité engloutie de l'étang de Thau remonte à des siècles. On estime que cette cité, dont l'existence est aujourd'hui principalement légendaire, était située près de l'actuelle ville de Sète. Les premières mentions de cette cité remontent à l'Antiquité, avec des références dans les textes grecs et romains. L'une des théories suggère que la cité était un important port commercial dans l'Antiquité, mais elle aurait été engloutie par les eaux de l'étang en raison de mouvements tectoniques ou de l'élévation du niveau de la mer. Cependant, cette théorie demeure controversée, car il n'existe que peu de preuves tangibles de son existence. La cité engloutie de l'étang de Thau est entourée de nombreuses légendes locales. Certains racontent que la cité était prospère et opulente, tandis que d'autres suggèrent qu'elle a été engloutie en punition pour des péchés ou des actes impies. Ces légendes ont alimenté l'imaginaire collectif pendant des générations et a ajouté à la fascination entourant cette cité perdue. Bien que la cité engloutie de l'étang de Thau reste en grande partie un mystère, des plongées archéologiques ont permis de mettre à jour des vestiges submergés qui pourraient être liés à cette cité légendaire. Des structures en pierre, des poteries et d'autres artefacts ont été découverts dans les profondeurs de l'étang. Cependant, ces découvertes sont encore sujettes à débat parmi les experts et l'énigme demeure entière. La préservation de l'éventuelle cité engloutie est un enjeu majeur. Les autorités locales et les archéologues et les plongeurs s'efforcent de protéger ces sites sous-marins tout en les étudiant. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déterminer l'authenticité de la cité légendaire et pour comprendre son histoire. La cité engloutie de l'étang de Thau demeure un mystère intrigant qui continue de captiver l'imagination. Alors, regardons avec les runes ce que l'on peut en penser. Imaginaire, légendaire, bien réel, qu'est-elle devenue? Autant de questions qui, j'espère, vont être résolues par l'énigme, par les runes et par les questions. Alors, intrigant cette histoire de l'étang de Thau. Je ne connaissais pas, je vous avoue. Mais la question que je vais poser, elle va être très simple aux runes. Vie et fin de la cité engloutie de l'étang de Thau par les runes. Voilà une question qui était très simple. Puisqu'en fait on n'a pas de question précise, je laisse donc la possibilité aux runes de s'exprimer tout à fait librement sur le sujet. Comme à mon habitude, je retourne les runes finalement qui ne s'expriment pas. Rien ne sert de les avoir sur la table. Et donc vous-même, si vous faites des tirages de runes, n'hésitez pas, prenez exemple sur ce que je fais. Et puis vous modifierez cette méthode si elle vous intéresse ou pas. Parce qu'une méthode, il suffit pour les runes par exemple, de la codifier, de rester stable et de ne pas changer de méthodologie tous les 5 minutes. Si vous regardez, je tire rarement les runes comme un support de cartes. Je les jette avec le sachet
Et puis je regarde un petit peu comment elle tombe. Et puis après, je fais l'interprétation. Là, ça parle de la cité. De la cité au fond de l'étang de Thau. Ce qu'elle était, peut-être. Et puis de voir un petit peu, regardez cette rune-là qui est totalement à l'extérieur. Là, je vous avoue que telle qu'elle est là, je ne vois pas le schéma que souhaitent m'indiquer les runes. C'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. Peut-être vous, à l'écran, en voyez-vous un. Mais comme je n'en vois pas, eh bien, je vais passer directement à l'interprétation. Là, vous voyez, je pourrais dire que c'est le Capricorne, mais je ne vois pas ce que le Capricorne vient faire là-dedans. Alors peut-être que certains d'entre vous auront décidé, je vous fais participer, je vous mets un petit peu au travail, si j'ose dire. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à me dire ce que vous voyez, qui peut-être, parce que je ne connais pas la géographie du pays, ne vient pas en moi. Mais si vous avez déjà été dans cette région, si vous habitez cette région, est-ce que la position des runes vous indique quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de flagrant qui vient en vous? N'hésitez pas à commenter, à donner vos idées. C'est toujours intéressant le partage. Et il ne faut pas rester dans cette voyance où il y a un maître qui dit tout et des élèves assidus qui avalent tout. Non. La voyance, c'est aussi le partage. L'idée de mon travail, c'est le partage. Progresser ensemble. Progresser toujours en partageant les données, en partageant des avis. Et non pas, comme je vois certains commentaires, où on a l'impression qu'une personne commente, et souvent ce sont des gens qui ne s'identifient pas, ils donnent un avis péremptoire, mais il n'y a pas de discussion. C'est pas ça la voyance. En tout cas, pas celle que je pratique. Il faut partager ces données, il faut pouvoir discuter, argumenter sur des bases réelles et non pas sur des bases inventées. Alors j'attends vos commentaires. Et puis, on va commencer l'interprétation par cette rune de protection qui est ici. Donc cette rune, c'est Élase. Et elle nous enseigne que le destin de l'homme, finalement, c'est son élévation vers des mondes dits supérieurs. Alors si on le remet dans le contexte, les croyances de l'époque, un petit peu de se remettre à la portée de ces gens dans l'Antiquité. L'idée, finalement, c'est de se dire que leur destin, leur funeste destin, était bien de disparaître pour rejoindre un autre plan d'existence. Alors ceux qui doutaient de la véracité d'une existence de cité à cet endroit-là, hélas nous montre qu'il y avait quelque chose, des hommes qui vivaient dans une cité. Ça ne nous dit pas si la cité était belle ou pas. Peut-être était-ce qu'un village, en tout cas. Hein. Là, il n'y a pas d'indication sur cette cité. Ça viendra peut-être. Mais en tout cas, l'idée est très claire. Il y avait une cité, il y avait quelque chose, un village, une ville, une cité, appelons ça comme on veut, qui a disparu. Non pas parce qu'elle avait des croyances impies, comme j'ai pu lire dans le texte que je vous ai transmis, mais plutôt une cité qui aspirait à quelque chose de plus grand, spirituellement. Guébo que voici nous montre une cité qui fonctionnait sur l'échange, sur le partage. On pense à une cité commerciale. Alors cette cité engloutie, oui,
semble avoir été un grand port où il y avait des échanges, du partage. La cité était plutôt dans une optique bienveillante. Ce n'était pas une cité guerrière, par exemple. Isaac, voici, aurait tendance à nous dire que cette cité était quasiment unique dans son fonctionnement. Elle était indépendante. Elle ne se revendiquait pas d'un royaume. Elle était totalement indépendante des autres cités, mais protégée aussi. Regardez cette rune ici. Elle nous indiquait son degré de protection. C'est en tout cas le message d'Ingvaz. La cité avait des remparts. Non pas que ça soit une cité guerrière, mais les dirigeants de cette cité n'étaient pas naïfs. Ils savaient que les richesses pouvaient attirer les brigands et que les protections étaient obligatoires. Alors oui, ça nous montre bien que c'était une cité et non pas un village. Ça nous montre bien que le commerce était florissant, au point de devoir se protéger d'agressions extérieures. Éoise ici nous indique qu'il y avait de l'instabilité, non pas humaine, mais une instabilité géographique, je dirais. Une forme d'endroit où il va avoir euh, une rencontre, une dualité. Alors bien sûr, on pense tout à fait aux plaques tectoniques se rencontrant, pardon, et créant un tremblement de terre, ou alors se divisant et créant un gouffre où la cité peut s'engloutir. En tout cas, un mouvement géographique qui a provoqué la fin de cette cité. Dagaz ici nous montre bien que ce sont des plaques qui se sont rencontrées. Les extrêmes se sont fracassés et qu'après cela, un vide a été laissé sur lequel autre chose s'est développée. Alors on peut penser à une autre ville, toute proche, pardon, mais il y a bien quelque chose il y a eu un processus de transformation. Assez rapidement avec Raido. La nature n'aime pas le vide, l'être humain non plus. Ce vide, provoqué par l'engloutissement de cette cité, eh bien, ce vide a tout de suite, très rapidement, été comblé. Ça n'a pas forcément retrouvé la stature de cette cité d'avant, mais il y a eu une volonté de tenter quelque chose. Thurisaz, ici, nous montre quand même que pour les habitants de la cité, ça a été violent, extrêmement violent, et que la cité, la quasi-totalité des habitants, ont été engloutis avec cette cité de l'Antiquité. Mais regardez derrière, nous avons Bergano, qui vous dit et qui vous montre ce que je vous disais déjà tout à l'heure, la naissance d'autre chose, d'une autre cité. Bergano nous montre une cité double. Alors, je ne connais pas l'histoire de cette région, hein, de cet étang. Peut-être certains la connaissent. En tout cas, il y a eu quelque chose d'autre qui est venu après, une cité double, qui est venue finalement reprendre vie tout près d'où la cité engloutie avait été détruite. Alors oui, à cet article, oui, il y a bien eu quelque chose englouti par la nature et non pas pour ses péchés ou pour autre chose. La cité a été naturellement engloutie. Mais elle existe bien. Elle est protégée tout au fond de l'eau. Mais il reste
bien en dessous de, de cet étang, bien en dessous des preuves de son existence. Alors si ce tirage vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter. Faites vivre cette vidéo. Faites vivre la vidéo pour que la chaîne soit mise en avant. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.